Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. On ne perd pas de temps et on roule tout de suite pour le JT. Nous sommes le jeudi 18 avril 2023 et on débute effectivement avec SOS Survie qui présente ses équipements de survie en situation d'inondation et d'évacuation. Ces outils gonflables permettent aux secouristes d'intervenir plus rapidement en cas de catastrophe naturelle. Ça pourrait pas mal aider ici. Regardez. Quand ça c'est dégonflé, c'est à 10 cm du sol. Donc la barquette, le brancard amène l'individu ici. Ensuite, Ici, vous êtes au centre de secours principal des Abîmes, et en particulier dans le gymnase, que nous avons prêté à M. Lekim de manière qu'il puisse présenter ces modèles expérimentaux de sauvetage. Donc c'est avec plaisir, comme ça pourrait nous intéresser si jamais c'est breveté, si le projet va jusqu'au bout de son cheminement, on pourrait être intéressé par ces matériels. L'idée nous est venue en 2020, juste au moment de la pandémie pratiquement, les évacuations lors des inondations. Alors il y avait la clinique de Choisy, parce que des personnes âgées étaient évacuées, et puis dans des conditions pas toujours faciles, parce qu'ils ont été pris par le temps, je pense, et puis par la soudaineté des urgences. Mais les Pyrénées-Orientales, les Pyrénées-Atlantiques, pardon, les Alpes-Maritimes, le Var, et là on a vu des enfants, des personnes monter sur le dos des pompiers qui n'avaient pas toujours le nombre de zodiacs nécessaires. Et là, on s'est dit, tiens, il faut qu'on arrive à compléter les dispositifs pour pouvoir répondre plus rapidement aux urgences. On est là au SDIS, le lieu même de ceux qui sont en première ligne dès qu'il s'agit de secourir des hommes et des femmes en Guadeloupe. Donc j'ai voulu tout simplement témoigner de mon soutien, de ces actions qui visent à faire quoi? À comprendre comment mieux sauver des vies. Et même moi, on peut être confronté toutes et tous à n'importe quel moment à une situation. On doit être efficace dans l'idée de secourir des personnes ou nous-mêmes si on est en difficulté. Donc c'est pour ça que j'ai voulu comprendre comment ça fonctionne, quels sont les matériaux proposés et en quoi finalement ça peut nous rendre service à la population guadeloupéenne. Vous avez deux gammes, vous avez une gamme professionnelle, la gamme professionnelle que vous avez derrière moi, notamment le lit qui doit être dans l'axe de la caméra, EHPAD, SAMU, pompiers, clinique, sécurité civile. Ensuite, pour le poste médical avancé, là, on est sur pompiers, SAMU, sécurité civile. Ça peut être une aire de repos, ça peut être de l'accueil de sinistrés. Ensuite, vous avez les deux plateformes techniques. Si tout à l'heure, vous allez d'une plateforme à l'autre. La plateforme spéciale véhicule, la plateforme spéciale technique pour aller au-devant des problèmes techniques avec les différents opérateurs, l'EDF, la CIMEG, etc. Lorsque la décrue n'a pas encore eu lieu, il faut pouvoir emmener le matériel qu'on a mis sur la plateforme puisqu'elle a une charge de 4 tonnes. Alors que pour la voiture, la plateforme a 2,5 tonnes. Un reportage de Michel Depape. Il y a plus de 70 ans, nos ancêtres ont planté 1500 hectares de mahogany dans la forêt départementale domaniale, une ressource à haute valeur ajoutée qui est arrivée à maturité et est mise à disposition des artisans du bois. Une délégation s'est d'ailleurs rendue dans la forêt de Petit-Bourg pour un repérage en compagnie des élus comme le maire de la ville. Regardez. Nous sommes sous les hauteurs de Montebello, sur la trace de Victor Hugues, dans une forêt publique. Sur le territoire de Petit-Bourg, nous sommes dans une zone dont les bois, des bois bien précis, bien choisis par l'ONF, ont été mis à vente et pour l'exploitation d'un de nos compatriotes. Et pour nous, c'est une fierté puisque ça participe à la préservation de la forêt de Petit-Bourg, mais en même temps à la valorisation du bois de Petit-Bourg. Donc ici, il s'agira de fournir du bois ultérieurement à des artisans qui eux-mêmes réaliseront de belles œuvres. Donc c'est un plaisir de découvrir cette exploitation. Le métier de forestier est vraiment unique en Guadeloupe, parce qu'il faut savoir que
On ne vient pas avec une machine, abat ce qu'on veut et puis on repart. Pas du tout, c'est pas comme ça. Vous avez bien vu les exigences de l'ONF. On doit préserver l'environnement, on doit préserver l'habitat, on doit préserver le sol et on doit aussi préserver les oiseaux qui habitent dans des souches mortes ou des souches inhabitées. Alors en fait, quand nous faisons tout type de travaux, de la menuiserie, de l'ébénisterie, de l'agencement, alors il faut savoir que pour l'instant, on n'a pas encore tiré de bénéfices parce que nous sommes au lancement du projet. Mais il faut savoir que j'ai tout espoir que c'est quelque chose qui sera rentable parce que on a déjà fait certains essais avec du bois qu'on a déjà coupé précédemment, qui a eu le temps de sécher et qu'on a eu le temps de produire. Pour l'instant, c'est viable. Relancer cette filière bois parce qu'aujourd'hui, c'est une filière sur laquelle on a un manque de certain nombre de maillons. L'exploitant forestier, le bûcheron, celui qui va abattre, qui va sortir le bois de la forêt, qui va être en capacité de l'emmener jusqu'à son atelier, de le faire sécher, de le couper, de faire des planches et ensuite de le mettre à disposition pour ceux qui vont entamer seconde et troisième transformation. Donc depuis le bois brut de la forêt jusqu'à nos chaises, nos fenêtres ou voire nos objets artisanaux. Donc c'est toute cette filière que nous essayons effectivement de tester avec cette exploitation de Choisy qui reste avant tout une zone expérimentale, accessible, sur laquelle on va vérifier, on va tester un cahier des charges précis pour qu'on trouve à chaque fois l'équilibre entre la valorisation du bois, de cette ressource bois, et la préservation de cet écosystème forestier qui est de très grande qualité, mais très fragile. Et on rappelle qu'un mètre cube de mahogany peut valoir jusqu'à 50 000 €. Et on se rend au lycée de Blanchette à Gourbières pour la 2e édition du Salon de l'automobile du futur. D'ici 2035, les véhicules thermiques ne devraient plus être en circulation. Un objectif hors de portée dans les délais impartis, mais les politiques et constructeurs travaillent à la transition vers les véhicules électriques et hybrides. Il est donc essentiel d'être formé à ces nouvelles technologies. Regardez. Un vrai succès à la première édition, donc on a fait la 2e édition, il y a eu beaucoup de demandes, notamment avec les parents de l'extérieur. Donc aujourd'hui nous avons eu énormément de visites et les concessionnaires jouent vraiment le jeu avec nous. Donc tout ce qui est les moteurs ont changé, l'évolution des batteries, lithium. Donc là nous sommes vraiment dans une lancée sur l'électrique, sachant qu'en 2035 il n'y aura plus de véhicules thermiques. Donc c'est vraiment l'électrique qui va dominer. Les professeurs sont formés aujourd'hui sur tout ce qui est consignation des véhicules, notamment sur les véhicules électriques. Et nos élèves, on transmet le savoir, les compétences pour pouvoir franchir cette étape entre les véhicules thermiques jusqu'aux véhicules électriques. J'ai appris qu'il y a différentes voitures. Il y a des véhicules hybrides, thermiques, électriques. Il y a plein de nouveaux véhicules qui seront mis bientôt sur la circulation. J'en ai appris plus sur les voitures électriques, comment les recharger, au niveau des bornes aussi, la consommation d'électricité. Après, comme j'ai dit, en faisant des formations ou en passant des diplômes, on aura la technique, on sera plus formé. C'est un projet très important pour nous qui proposons de la maintenance automobile au lycée de Blanchette. Et nous sommes bien insérés dans le tissu je dirais, de la filière automobile en Guadeloupe, ce qui nous pousse à être des acteurs de la formation, de la prévention pour le bien de nos élèves et surtout pour leur réussite. C'est très important dans le sens que c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais que c'est les métiers de l'avenir en fait. Nous sommes vraiment tournés vers un monde moderne où on passe quasiment sur de l'hybride. C'est vrai que chez Toyota, on voit clairement que Toyota ne fait plus de diesel. Aujourd'hui, nous sommes sur des produits uniquement thermiques ou hybrides et qui seraient effectivement amenés, je dirais, pour le thermique en tout cas, à disparaître concrètement. Donc là, on est sur de l'hybride et effectivement, donc c'est vrai que pour tous les jeunes qui sont dans la filière mécanique, qui puissent vraiment se pencher sur ces motorisations, ces nouvelles motorisations hybrides et électriques pour le futur. Pour le moment, les questions, c'est vraiment, les jeunes, ce sont des jeunes, donc c'est pour la puissance, est-ce que c'est puissant, est-ce que ça consomme, les questions que même effectivement les adultes aussi peuvent se poser. Et c'est vrai que sur ces questions-là, on arrive quand même à rassurer tout le monde à ce niveau-là. Donc c'est vrai que c'est des moteurs qui sont
qui sont puissants, hein, qui sont exactement comme les moteurs thermiques qu'on trouve sur le marché. Aujourd'hui, l'avantage qu'on a, c'est qu'on arrive quand même à optimiser la consommation en ayant une conduite normale, une conduite écologique. Un reportage d'Olivier Félix. Et on part maintenant pour la journée porte ouverte de l'Université des métiers au Rézé qui propose à nos jeunes des formations à la carte. C'est une journée porte ouverte pour que le public que nous allons recevoir puisse pouvoir voir un petit peu nos ateliers, voir les formations que nous proposons. Nous sommes sur 2 sites. Il faut savoir que mardi dernier, c'était la porte ouverte au niveau de Desmarais, où nous avons l'alimentation, enfin les métiers de bouche et de service. Et aujourd'hui, le site du Rézé, où nous avons les métiers de l'automobile, nous avons le bâtiment et nous avons quand même un plateau technique de pâtisserie-boulangerie. L'apprentissage est une solution. Et je devrais dire pour certains, c'est la solution. C'est-à-dire que venir ici à la chambre de métier, c'est pouvoir acquérir des connaissances sur un métier. Je vous ai dit qu'il y en a plus de 30. Ensuite, vivre de son métier, pouvoir travailler. Donc je pense que c'est le plan d'une vie, c'est le plan d'une carrière que de se dire, en sortant de l'école, du collège, on intègre le CFA du Rézé ou de Desmarais et on en sort 3 ans après ou même 2 ans après avec des connaissances permettant de travailler tout de suite. L'apprentissage CFA, Centre de formation d'apprentissage, c'est une formation en alternance déjà, donc il faut avoir un maître d'apprentissage, une entreprise pour vous recevoir, puisque la formation se passe d'abord en entreprise et le centre vient en complément de formation. Et nous, au niveau du CFA de la Chambre de métier, nous offrons une formation à la carte. Nous sommes dans l'individualisation du parcours. Nous sommes dans la construction du jeune par le jeune. Nous sommes dans une formation apprendre autrement. Donc nos équipes pédagogiques développent une pédagogie pour que ces jeunes, qui sont la plupart du temps des décrocheurs, qui sont la plupart du temps des jeunes qui sont en marge de la formation, de pouvoir trouver quelque chose qui puisse leur convenir pour réussir. C'est quelque chose d'énorme et moi, je suis moi-même passé par l'apprentissage. Puisque après la 3e, j'ai fait un CAP aussi, j'ai fait un BP à niveau BTS. Et en fait, l'apprentissage, il n'y a pas mieux si vraiment on veut entrer dans la vie active. C'est-à-dire, vous avez des gens qui veulent faire beaucoup d'études parce qu'ils aiment ça. Vous avez aussi des jeunes qui n'en veulent pas forcément. Le super cours comme ça, c'est surtout pour les jeunes qui n'aiment pas, par exemple, qui ne sont pas faits pour les études, qui sont faits justement pour du manuel, pour exercer au plus vite un métier. 95% de ceux qui sont formés ici trouvent tout de suite du boulot. Donc c'est quand même une solution pour nos jeunes. Et donc aujourd'hui, la porte ouverte, c'est de pouvoir leur expliquer, voilà les métiers, voilà comment les métiers se présentent. Et il y a forcément à gagner, à apprendre à bien travailler au sein de la Chambre de métiers. Et justement, je reçois maintenant Richie Jourson, chargé de développement économique à la Chambre de métiers d'artisanat. Il est en compagnie de Laure Hilaire, présidente de la commission entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Donc, conjointement, vous organisez très prochainement, à savoir à compter du 24 avril prochain, la semaine interrégionale de la transmission reprise. Qu'est-ce que c'est ? Donc alors, la semaine interrégionale de la transmission reprise, c'est un séminaire qui se déroulera sur une semaine en partenariat avec les CCI Guadeloupe, Martinique et les chambres de métiers Guadeloupe et Martinique. Voilà. Donc cette semaine va débuter le 24 en Martinique et le 25 en Guadeloupe jusqu'au vendredi 28 avril. C'est ça. Et les objectifs ? Mais les objectifs, c'est sensibiliser la population de chefs d'entreprise et la population d'une manière générale à la transmission et à la reprise d'entreprise, puisque c'est un vecteur d'emploi. On pense souvent à créer son entreprise, mais on ne pense pas à en racheter une. Mais on oriente souvent les jeunes, on leur dit créez votre activité, créez votre activité. Mais il y a aussi des activités qui existent, qui fonctionnent bien, des personnes qui vont bientôt partir à la retraite, donc on a un phénomène de vieillissement de la population. Et du coup, pour l'emploi, il y a un enjeu majeur, donc notamment pour les salariés qui sont déjà en poste dans ces entreprises-là, qui risquent de fermer faute de repreneurs, et aussi pour les jeunes en recherche d'emploi qui pourraient, plutôt que de repartir de zéro,
acheter une entreprise déjà existante. Donc l'idée, c'est de faire comprendre à tout un chacun qu'il est en capacité de reprendre une activité? Exactement, en capacité de donner aussi les bons outils. Donc, il y aura des tables rondes, notamment avec des experts de la transmission reprise, donc l'ordre des avocats, des experts comptables. L'aspect psychologique aussi va être abordé avec un psychologue du travail. Il y a l'aspect fiscal également qui va être abordé, juridique. Voilà, en fait, toutes les astuces pour reprendre ou céder, puisqu'il y a un parcours pour le cédant et un parcours pour le repreneur. Donc, toutes les astuces pour faire ça. Alors, vous, pour la CCI, c'est plus le côté administratif, on imagine? Un peu de tout, puisqu'on a co-conçu le programme avec les différents partenaires. Donc, on va vraiment essayer de balayer tous les points pour inciter un peu tout le monde à créer, à reprendre une entreprise. C'est un peu la vocation de la Chambre de métiers d'artisanat. Effectivement, la Chambre des métiers de l'artisanat a pour vocation d'accompagner les artisans, les porteurs de projets, aussi bien à la création et la reprise. Donc, il est vrai que la reprise n'est pas encore assez développée sur nos territoires, puisque la reprise aujourd'hui est moins risquée. La reprise aujourd'hui est moins risquée pour un porteur de projet qui souhaite créer son entreprise que la création pure, puisque il y a déjà quand même une base solide. Il y a déjà une base solide. Pourquoi on pêche là-dessus alors? Puisque c'est plus simple, pourquoi plus de jeunes ne se dirigent pas vers de la reprise? Qu'est-ce qui cloche? C'est vrai qu'il est plus simple aujourd'hui de créer, surtout depuis 2023, avec l'avènement du guichet unique. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, si depuis votre smartphone, chez vous, vous pouvez créer votre entreprise par l'intermédiaire de l'INPI qui vous dirige sur le guichet unique. Mais c'est vrai que la reprise d'entreprise, c'est un processus qui est plus long, moins risqué, mais c'est vrai qu'il est plus long parce qu'il y a plusieurs étapes à prendre en compte par rapport à ça. Et il y a aussi, si je peux faire, il y a aussi un tabou aussi par rapport à la transmission. Il n'y a pas beaucoup d'annonces voilà, pour pouvoir communiquer sur le fait qu'on ait une entreprise à céder. Parfois même les entrepreneurs n'y pensent pas. Ils pensent d'abord à leurs descendants, donc les enfants, mais parfois les enfants aussi ne veulent pas reprendre. Et on n'en parle pas suffisamment. Donc ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement à l'esprit, d'où l'objet de ce séminaire. Mais on ne pêche pas au niveau de la transmission, puisque de toute façon, la Chambre des métiers, par exemple, c'est votre credo, puisqu'on a des maîtres artisans, finalement, qui passent toutes leurs connaissances aux jeunes apprentis. Donc, à ce niveau-là, déjà, on est plutôt pas mal, techniquement. Oui, nous sommes plutôt pas mal, puisque avec la Chambre des métiers, nous avons la partie apprentissage avec l'URMA Démarré et le CFA du Rézé. Donc, au niveau de la transmission pure, au niveau des compétences techniques, justement, il y a moyen de trouver des repreneurs. Mais c'est effectivement au niveau de la transmission, comme disait mon homologue, on pêche, puisque c'est vrai que les artisans ou les commerçants qui ont leur entreprise depuis plus de 20 ans, 10 ans, 40 ans, et ce sont leurs bébés, entre guillemets. Ils ont du mal à faire la passe. Voilà, ils ont du mal, donc c'est vrai qu'on doit faire cette démarche d'entrevoir cette action. Voilà. Donc pour essayer de les motiver, vous organisez donc cette semaine de la transmission reprise. Ça débutera le 25. Qu'est-ce qu'on aura au programme ? Alors, il y a des tables rondes. Déjà, le 25, on aura des tables rondes avec des témoignages aussi de cédants et de repreneurs. Donc ça, c'est quand même intéressant en termes de retour d'expérience. Et après, il y aura des ateliers plus pratiques le reste de la semaine. Donc des ateliers sur la fiscalité, des ateliers avec des astuces aussi pour la partie juridique, sur la recherche de financement. Et comme c'est un partenariat avec la Martinique et la Guadeloupe, donc certains ateliers seront d'ailleurs en distanciel, via Zoom, et d'autres pourront être en présentiel au CWTC. Tout le monde peut participer? Tout le monde ou peut il faut être prérequis, être un chef d'entreprise? Non, puisqu'on peut être un repreneur d'entreprise également. Donc tout le monde peut y participer et c'est gratuit. Voilà, d'ailleurs, on invite aux porteurs de projets qui veulent participer à s'inscrire sur les différentes plateformes et sites Internet. Donc c'est préférable quand même de s'inscrire. Oui, il est préférable de s'inscrire pour pouvoir, aux différents ateliers pour pouvoir participer à cet événement. En tout cas, toutes les informations sont disponibles sur le site de la CCI des îles de Guadeloupe. Donc vous avez effectivement tous les rendez-vous et les ateliers qui vous sont proposés dans le cadre de cette semaine interrégionale de la transmission reprise qui se déroulera donc du 24 au 28 avril au CWTC à Jarry. Le mot de la fin. Venez vite, venez, on vous attend et avec plaisir. Porteurs de projets ou créateurs d'entreprises, peu importe, n'hésitez pas effectivement à voir, peut-être guetter s'il n'y a pas une entreprise à récupérer. Exactement, et les cédants aussi.
Ceux qui ne savent pas quoi faire de leur boîte, qui ont envie de partir à la retraite, ils peuvent aussi venir prendre des renseignements pour entamer leur processus de cession d'entreprise. Et je pense que vous avez aussi des petites solutions pratiques aussi à offrir. Par exemple, si vous voulez pas céder à 100% l'entreprise, je pense qu'il y a des petits... Il y aura tous les experts pour ça, en tout cas. Super. Donc le rendez-vous est donné, ça se passera du 25 au 28 avril prochain au CWTC à Jarry. Merci à vous. Merci. Et on part maintenant pour la cérémonie de remise de prix du concours Non au harcèlement. Et on félicite les lauréats qui nous viennent du collège Germain Saint-Ruf et qui ont séduit le jury en traitant le sujet effectivement du point de vue du harceleur. C'est assez rare. Regardez. Ce prix, c'est effectivement mettre les élèves au cœur même de la prévention et de la lutte contre le harcèlement. Ce sont de vrais ambassadeurs, ce sont des acteurs de la prévention et le travail réalisé est vraiment exceptionnel. Nous avons eu, quand nous avons vu ces films, et moi-même aussi, beaucoup d'émotions, notamment sur le Grand Gagnant, ce journal du harceleur, où on s'est rendu compte de la profondeur de la réflexion et aussi de cette jeunesse engagée qui relève la tête. C'est vraiment quelque chose qui est très important et qui fait vraiment du bien à voir sur notre territoire. Je pense que le jury nous a choisis parce qu'on donnait un point de vue différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans ce qui concerne les productions contre le harcèlement. Cette fois-ci, on a montré le point de vue du harceleur et on a montré que parfois, c'est une personne qui se sent mal dans sa peau et qui déverse sa haine sur les autres. Chacun des supports, effectivement, je crois, fait naître beaucoup d'émotions parce que c'est le ressenti des élèves qui ressort à travers ça. Et effectivement, pour les lauréats, c'est bien un message qui a été construit par une élève qui a elle-même subi un harcèlement et d'une manière finalement assez intéressante, elle se place dans la situation aussi du harceleur et pour montrer que le harceleur lui-même peut être en situation de souffrance. Il s'agit des écrits de Stéphane, 13 ans, en classe de 4e, dans son journal intime après avoir harcelé pendant des mois Natacha, élève de 6e, pour impressionner une fille dont il est amoureux. Cependant, ce jour-là, c'est la froide de trop, puisque un surveillant l'a vu et donc Stéphane se retrouve convoqué avec ses parents dans le bureau de la CPE. Cette convocation est comme un déclic chez Stéphane qui, à travers cette confession dans son journal, fait le serment de ne plus jamais harceler quiconque. Pour moi, c'est une immense fierté d'obtenir ce prix pour mon collège, Germain Saint-Ruf. Et personnellement, ça me fait énormément plaisir d'obtenir un prix contre le harcèlement parce que j'ai été harcelée lorsque j'étais en CM2. Néanmoins, cela n'a duré que 3 semaines grâce à la réactivité de ma mère et de mon instituteur de l'époque. Même si ça a été il y a quelques années, je ressens toujours beaucoup d'émotions quand on parle de ce sujet. Et donc le fait d'obtenir ce prix coup de cœur académique, ça me fait beaucoup de plaisir. C'est important que la justice, à travers moi, la justice locale soit représentée, puisque nous avons un rôle à jouer, notamment par rapport aux juges des enfants qui peuvent être amenés à juger les jeunes gens qui malheureusement se livrent à du harcèlement. C'est un vrai coup de cœur, c'est-à-dire que toutes les productions sont très belles, avec beaucoup de mise en avant d'un certain nombre de qualités de ces différents collèges. Il faut dire que le lauréat a éclaté de sa technicité, de sa qualité et puis de sa façon de traiter le sujet, tout simplement. C'est un concours national, donc évidemment on espère que la production de nos élèves sera bien mise en valeur dans ce cadre-là. C'est mis en place sur le site de l'académie et chacun des établissements peut en bénéficier pour pouvoir lui-même le diffuser, l'utiliser comme un des outils. On se rend maintenant aux Abîmes, où la municipalité célébrait aujourd'hui les secrétaires et assistantes de direction. Toutes ces petites mains dont on parle très peu, mais qui abattent un travail titanesque. Regardez. C'est très important de mettre à l'honneur et la ville des Abîmes avec son maire et le DGS, le directeur général des services, ont opté pour cette manifestation depuis plus d'une dizaine d'années. Le métier de secrétaire, on l'a dit, c'est un métier qui est en évolution. Aujourd'hui, on parle même plus de secrétaire, mais d'assistant de direction. Donc ça voudrait dire que c'est un métier à mettre en valeur. Souvent, ce métier a été déconsidéré, sous-estimé. Aujourd'hui, nous pensons au niveau de la ville des Abîmes que c'est le rôle de secrétaire, c'est pratiquement essentiel, primordial au sein
quelle que soit la direction, et que ces agents-là, il faut reconnaître le travail et valoriser aussi le travail qu'ils font, puisqu'on a des secrétaires monsieur et des femmes qui font au quotidien. Le secrétaire n'est plus cantonné à servir le café, mais bien à soutenir, à aider, à accompagner son directeur et surtout jouer, je dirais, le rôle de lanceur d'alerte pour les réunions et diverses choses. C'est un métier qui est passionnant parce qu'en fait, on est le bras droit du DG. On est là pour l'aider pour l'accompagner en fait dans sa mission de façon à ce qu'il se concentre sur tout ce qui est stratégie. On est là pour le soulager dans sa mission et c'est un métier aussi qui fait preuve, on a besoin de faire preuve d'une grande bienveillance parce qu'on est, notre porte est ouverte à l'ensemble de nos collègues, donc il faut pouvoir retranscrire les choses en toute objectivité. Je suis chargée d'assister la direction de la Caisse des écoles des abîmes. Je suis là pour gérer les crises des fois, préparer les réunions, gérer tous les petits détails justement que la direction n'a pas le temps de s'occuper. Donc moi je suis la petite main qui s'occupe de tout ça. Je veux faire passer le bien-être autour de nos secrétaires afin qu'elles se sentent en confiance pour travailler et non se sentir en arrière, mais juste à côté de leur directeur et leur chef de service, valoriser ce métier qui est d'ailleurs mon métier de début de carrière. Un reportage de Charlie Dagonia. Nous passons un tiers de nos vies à dormir et le sommeil est tout aussi vital que respirer ou manger. Ce dernier peut être perturbé et de mauvaise qualité, comme c'est le cas pour les personnes atteintes d'apnée du sommeil. Le dormeur souffre de pauses respiratoires ou de diminution de son débit respiratoire, ce qui entraîne une somnolence pendant la journée, des maux de tête en se levant, des réveils en sursaut au cours de la nuit, des sueurs nocturnes ou encore des épisodes dépressifs. Alors pour vous aider à y remédier, la ville de Bémao a organisé une conférence débat autour de cette pathologie. Regardez. Comme vous le savez, le sommeil, c'est un élément très important dans la vie de l'individu. Et on constate que de plus en plus, nous avons des personnes qui souffrent de cette pathologie. Alors, en tant que conseillère municipale déléguée à la santé, il m'a paru opportun de faire une conférence débat pour informer la population de cette pathologie, sensibiliser les gens par rapport à cela. Nous avons quand même des personnes qui souffrent déjà de l'apnée du sommeil et qui sont appareillées, parce que c'est une maladie quand même qui est respiratoire et qui se manifeste par des pauses respiratoires, surtout lors du sommeil, surtout la nuit. L'apnée du sommeil, c'est un facteur de risque qui existe partout dans le monde, qui est dû à une anomalie au niveau de la langue que possèdent certains individus, favorisés par des facteurs de risque, l'obésité, on peut mettre l'âge aussi, les allergies. Tout le monde est concerné à partir d'un certain âge, très tôt. Il y a des enfants qui ont 1 an et demi, 2 ans, qui ont déjà des problèmes d'apnée du sommeil. Le dépistage se fait de façon systématique chez tout individu qui présente des signes d'apnée du sommeil, dont on suspecte. Le syndrome d'apnée du sommeil est un syndrome qui est non négligeable puisqu'on a tous autour de nous, on connaît tous une ou plusieurs personnes qui sont donc touchées par ce syndrome. Donc il était important pour nous de faire une information concernant cette pathologie pour mieux la connaître et pour aussi mieux la traiter. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous avons invité un médecin, le docteur Socrate Firail, et nous avons invité aussi des prestataires et que nous avons donc initié cette conférence débat avec un partenaire qui est la Mutuelle nationale territoriale, puisque nous sommes des territoriaux, et pour informer un peu le grand public. Et je suis agréablement surprise de voir qu'effectivement, c'est une thématique qui sensibilise beaucoup, puisque la population s'est quand même déplacée en bon nombre. Et on se rend maintenant au World Trade Center à Jarry pour la 17e édition du Salon de l'immobilier. Un condensé de solutions pour louer ou acquérir un bien. Regardez.
Ce salon est très important parce qu'on prétend justement proposer aux visiteurs une offre dans la construction, dans l'acquisition pour tous les budgets, spécialement cette année et spécialement maintenant où les budgets sont toujours difficiles à boucler. Donc on a autant des constructeurs qui sont garantis, qui offrent toutes les garanties justement pour avoir une construction en bonne forme, et également la SPHLM, des bailleurs sociaux donc, et aussi la CEMAG qui propose des programmes sur la Guadeloupe, bien sûr, et agence immobilière qui propose aussi même de l'investissement. Venu sur ce salon pour présenter, le métier de promoteur immobilier, puisque tout le monde connaît la CEMAG, mais principalement sur son métier premier, qui est le métier de bailleur social. Donc là, on fait de la promotion depuis 4 ans maintenant, et c'est pour nous une opportunité, ce salon, de pouvoir présenter les différentes opérations que propose la CEMAG en ce moment au niveau de la commercialisation. Donc on est sur 5 résidences nouvelles, un petit peu partout sur la Guadeloupe, qui sont donc toutes éligibles à la défiscalisation au titre de la loi Pinel. Ça peut aller donc d'une résidence qui se situe pas très loin du CHU, la résidence Les Jardins de Perrin, avec des tarifs qui sont autour de 240 000 € pour un T3, et des résidences qui se trouvent sur 2 résidences sur Saint-François, qui sont dédiées soit à de la location touristique, soit à de la défiscalisation, soit pour des primo-accédants ou de l'accession directe. Donc voilà, donc ça nous permet de pouvoir présenter donc ce nouveau métier de la CEMAG très récent, en complément de celui que tout le monde connaît, qui est soit celui de bailleur social, soit d'aménageur ou de gestionnaire de site, puisqu'on est également gestionnaire du site du Jardin botanique. Chez nous, tout commence par le dépôt d'une demande d'accession à la propriété qui est disponible sur notre site internet sphlm.coop ou bien à l'agence. Et puis cette demande nous permet du coup de pouvoir étudier l'éligibilité de chacun. On fait un retour par courrier et cela peut ensuite permettre du coup de recontacter lors des lancements de commercialisation pour pouvoir se positionner sur une de nos offres. La différence tout simplement, c'est qu'aujourd'hui la CEPAC, qui est forte sur le territoire, a continué ses engagements, continue à prêter à ses clients. En tout cas, ce message, nous voulons vraiment le véhiculer. Nous sommes là pour prêter, nous serons toujours là pour prêter. Aujourd'hui, d'autres homologues ne peuvent pas le faire, mais nous sommes là. Nous sommes là pour accompagner les Guadeloupéens. Quand on parle de taux, j'ai envie de dire aujourd'hui, il faut penser projet. On pense projet, on travaille les projets avec nos clients. Nous sommes beaucoup sur le conseil. Nos agences sont là, les commerciaux sont là pour accompagner les clients. Et bien sûr, j'ai envie de dire, ne pas hésiter à venir sur le stand, ne pas hésiter à venir dans nos agences. Nous avons des agences quasiment dans toute la Guadeloupe qui sont là pour pouvoir accompagner les Guadeloupéens sur leurs projets. Parlons plus de projets, parlons plus de conseils. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Un reportage d'Olivier Félix. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Perle de Caruquera, bonsoir à Eddy Félix, à Dominique Landry, à Sonia Sossololia, à Lydia Luce, bonsoir à Joël Bazit, à Moïse Caramel, à Jean-Louis Pezlet, bonsoir à Jimmy Kamagouva, bonsoir à qui d'autre, à Claudie Giraud-Girard et Yvonne Dacour. Désolé, j'ai ouvert l'application assez tard, mais de toute façon, on se retrouve tout à l'heure.